Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette capsule où nous allons aborder ensemble les normes canadiennes des services connexes. Elles sont identifiées par la désignation NCSC, Normes canadiennes de services connexes 4200 par exemple pour les missions de compilation. On verra les missions de compilation, les missions de procédure convenues et les rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre de cette capsule. On traitera donc d'une part importante des normes canadiennes sur les services connexes qui sont évoquées dans la dernière section du tableau synoptique du manuel de certification de CPA Canada. Prenez note que dans toutes les normes dont il sera question au niveau des services connexes, notre niveau d'assurance est nul. Nous n'offrons aucune assurance lorsque vient le temps de mettre en œuvre des missions découlant des normes que nous allons voir ensemble en ce qui concerne les services connexes. Néanmoins, ces normes entrent dans le manuel de certification parce que la nature du travail du professionnel en exercice qui est invité à réaliser ces missions est intimement liée à la nature du travail que le professionnel en exercice est invité à réaliser pour des missions de certification où est-ce qu'il est invité à offrir une assurance limitée ou raisonnable. Et donc, c'est dans cet esprit que le normalisateur considère approprié d'inclure dans le manuel de certification ces normes sur les services connexes. À cet effet, on entame tout d'abord la NCSC 4200 qui porte sur les missions de compilation. La mission de compilation est, depuis récemment, couverte par cette norme canadienne des services connexes 4200. Le professionnel en exercice n'offre aucune assurance à l'issue de cette mission de compilation. Toutefois, il doit quand même remplir certaines exigences, notamment s'entendre avec le client relativement à l'étendue de son travail et la nature du rapport qu'il émettra. Mais pour ce faire, il doit se tourner vers deux aspects. La méthode de comptabilité qui est utilisée pour procéder à la comptabilisation des éléments au sein de l'entreprise. Est-ce que c'est la comptabilité de caisse ou la comptabilité d'exercice? Dépendamment de ce qui est fait dans l'entité, le professionnel en exercice aurait à se questionner sur le caractère adéquat pour les utilisatrices et les utilisateurs. Est-ce qu'on est en mesure de confirmer auprès des utilisatrices et des utilisateurs qu'ils n'ont pas d'exigences particulières quant à la méthode de comptabilité? Ce sont des particularités auxquelles on devra s'attarder. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est question d'une mission de compilation, on parle d'informations financières historiques, mais on ne parle plus de référentiel d'informations financières historiques. On ne parle plus d'IFRS et d'NCECF. Et donc, il y a un minimum de questionnement à se faire en ce qui concerne la méthode de comptabilisation dans l'entité et le caractère adéquat de cette méthode pour les utilisatrices et utilisateurs, que tout cela soit bien consigné dans une lettre de mission avant que l'on procède à nos travaux de la mission de compilation. Les missions de compilation permettent de se décliner dans le champ d'application qui prévoit qu'on ne couvre pas tout genre de services lorsqu'on réalise une mission de compilation. Notamment, la NOV 16, note d'orientation en vérification 16, encadre la mission de compilation d'informations prospectives, soit des prévisions ou des projections financières. Et donc, la mission de compilation en vertu de la 4200 ne couvre pas ces informations prospectives-là qui doivent être réalisées dans le cadre de la NOV 16 lorsqu'un professionnel en exercice est appelé à réaliser une mission de compilation de telles informations prospectives. On parle ici de mission de compilation d'informations historiques. Également, la 4200 ne va pas s'appliquer lorsqu'on offre des services de tenue de livre ou de préparation de déclarations fiscales seulement. C'est dans le cas où on a une mission de compilation d'informations financières à l'issue de laquelle on émet un rapport de mission de compilation que l'on va se retrouver à devoir se conformer aux exigences de la 4200. Donc, on vient ici un peu délimiter le champ d'application de telle mission de compilation. On vient décrire ce qu'est une mission de compilation. On assiste la direction dans la préparation de l'information financière qui vont être compilées conformément à une méthode comptable et on va accompagner la direction dans la rédaction d'au moins une note aux états financiers, soit celle qui décrit la méthode comptable qui a été retenue. On doit se conformer à nos normes professionnelles, donc à la 4200, mais également à nos codes déontologiques. On délivre à l'issue de notre mission un rapport de mission de compilation et on s'assure d'être très clair à l'effet que ce n'est pas une mission de certification, on ne réalisera aucune procédure et on ne fournira aucune assurance. Et ce genre de libellé devrait se retrouver dans une mission, dans une lettre de mission, notre entente avec le client, mais également dans notre rapport de mission de compilation. Lorsqu'on regarde les exigences, justement,
au niveau de la conformité aux règles, bien, on va devoir s'assurer de notre respect aux règles déontologiques, mais notons que, contrairement aux missions d'examen et aux missions d'audit d'information financière historique, notre indépendance n'est pas requise. Mais il ne faut pas se retrouver dans des situations où l'on semble manquer d'indépendance, parce que l'utilisatrice, l'utilisateur pourrait remettre en question la qualité et la nature de notre travail. Nous devons avoir un processus d'acceptation. Et dans ce processus d'acceptation, on veut s'assurer qu'on comprenne bien qui utilisera et à quelle fin est-ce que l'utilisation de notre rapport sera faite par des utilisatrices, des utilisateurs. On veut s'assurer du caractère adéquat de la méthode comptable pour les besoins des utilisatrices et des utilisateurs. On veut avoir une lettre de mission mise par écrite. On va réaliser notre mission en procédant à la compilation. Donc, on va minimalement comprendre les clients pour lui demander de nous fournir les données que l'on va mettre dans un format d'état financier. On va relire, s'assurer qu'il n'y a pas d'informations trompeuses. On va demander à la direction ou aux responsables de la gouvernance de reconnaître leur responsabilité à l'égard de ces informations et au fait que nous avons réalisé aucune procédure. Et finalement, on va produire notre rapport. Notre rapport sera joint alors aux états financiers compilés, dont il comprendrait une note, notamment sur la méthode de comptabilité dont il était question, soit de caisse, soit d'exercice, et le caractère adéquat de cette méthode de comptabilité-là. On voit que c'est le même processus de certification que l'on connaît, mais on saute toute l'étape d'évaluation des risques et de réponse à nos risques. On a une acceptation, on a une documentation, une certaine planification, et on a un rapport que l'on produit à l'issue de notre mission, mais il n'y a pas toute cette étape d'évaluer les risques d'anomalie, de faire des procédures pour répondre à ces risques. En compilation, on procède directement avec les données du client, on les compacte dans un format d'état financier, on s'assure de rédiger notre note quant à la méthode de comptabilité et on livre l'état financier avec notre rapport. Je vous invite à aller lire le format, le libellé d'un rapport type au chapitre 4200. Vous verrez notamment le fait qu'on indique clairement que ce n'est pas une mission de certification, on ne fournit aucune assurance. Une autre mission canadienne de services connexes. On a les missions de procédure convenues. Comme le titre de cette norme l'évoque, on va convenir avec le client de procédures que nous allons réaliser. Nous allons exécuter ces procédures et faire un rapport factuel des résultats qui en découlent. L'utilisatrice, l'utilisateur de notre rapport tirera lui-même, elle-même, les conclusions qui peuvent découler des travaux que nous avons réalisés, des procédures que nous avons exécutées et du rapport que nous avons fourni. Donc ici, là, on est dans une mission où le professionnel en exercice met en œuvre que les procédures qui sont convenues avec le donneur de mission. Oui, on peut aider le donneur de mission à déterminer des procédures qui pourraient être convenables pour les besoins des utilisatrices et des utilisateurs, mais c'est finalement eux qui vont nous donner le dernier mot, à savoir quelles sont les procédures que l'on convient ensemble de réaliser. Et une fois qu'on a réalisé ces procédures, on va faire rapport en fournissant uniquement des constatations factuelles. On ne va pas extrapoler à dire que rien nous porte à croire qu'il y a des anomalies, ou on ne va pas dire que ça donne une image fidèle, comme dans le cas d'une mission d'examen ou d'une mission d'assurance raisonnable en audit. On va convenir, par exemple, de réaliser 25 tests sur les achats de marchandises en s'assurant de retracer tel item, tel item, tel item aux différentes pièces justificatives énoncées. Et on va s'assurer de la concordance du prix et des quantités pour ces 25 items. Et on va rapporter alors le résultat de nos tests des 25 items. Il y avait 3 items dont il manquait un bon de commande ou dont la date du bon de commande était ultérieure à la date de la réception de la marchandise, par exemple. Et on va rapporter factuellement les constatations de nos procédures. L'utilisateur de notre rapport tirera ses propres conclusions. Okay, ça, c'est le plus important à retenir. On ne tire pas de conclusions. C'est le donneur de mission, avec ses utilisateurs, vont tirer leurs propres conclusions. Ce n'est pas une mission de certification, on n'offre aucune assurance, on n'obtient aucun élément probant. On ne rapporte que factuellement les constats qu'on a pu faire quant aux procédures qu'on a convenues. Au niveau des exigences, on doit se conformer à nos règles déontologiques, on doit dans certaines circonstances être objectif et indépendant, on va convenir des procédures en s'assurant qu'elles sont appropriées. On n'acceptera pas une mission si les procédures ne sont pas appropriées pour les besoins des utilisatrices et des utilisateurs. On va réaliser nos procédures et on va décrire factuellement et objectivement. On voudra que le client accepte ce fait avant de fournir une lettre de mission par écrit que l'on signerait avec le client. On met en œuvre nos procédures. On se questionne à savoir s'il faut des experts. On obtient peut-être des déclarations de la direction, considérant le fait qu'ils nous ont fourni les documents adéquats pour réaliser nos procédures. On fournit un rapport et on documente. Et donc, comme pour la mission de compilation,
On a des étapes similaires à notre processus de certification, mais il n'y a pas d'évaluation des risques, il n'y a pas d'obtention d'éléments probants. On exécute des procédures factuellement convenues et on rapporte nos constatations factuellement obtenues. Ça met fin à notre discussion sur la norme canadienne des services connexes 4400. On arrive alors à la 4460, qui prévoit la production d'un rapport sur d'autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen. Dans certaines circonstances, notre entité qui fait l'objet de notre mission d'audit ou de notre mission d'examen d'état financier peut avoir des exigences qui sont formulées par un créancier, une banque, un investisseur potentiel, peut-être dans certaines circonstances par des autorités compétentes. Si on pense à la santé et la sécurité du travail ou à la commission sur le développement durable, d'autres facettes, la cybersécurité, il peut y avoir des autorités qui exigent que les entités visées par un audit ou un examen d'état financier fournissent un document au professionnel en exercice attitré à cette mission d'audit ou d'examen d'état financier et lui demandent de remplir certaines cases, de répondre à certaines questions quant à des éléments qui ont été relevés dans le cadre de la mission d'audit ou d'examen. Donc, on va regarder certaines particularités de tel rapport à compléter par un professionnel en exercice. Il y a des conditions à remplir pour pouvoir répondre à une telle exigence. Tout d'abord, on doit s'être vu confier une autre mission, comme j'évoquais, une mission d'examen ou d'audit des états financiers, par exemple. Il faut qu'une loi ou un tiers demande de produire un rapport sur d'autres éléments qui ont été relevés durant la mission en question. Nous ne devons pas avoir reçu une mission spécifique relativement à la production de ce rapport. Ça ne doit pas être une mission de conformité qu'on est en train de réaliser en vertu de 3000 et 3530, par exemple. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres missions qui sont visées par la production de ce rapport et il ne faut pas qu'il y ait une norme qui couvre spécifiquement la production du rapport qui nous est soumise. Si ces 4 conditions sont bien remplies, on se retrouve dans une situation où, en tant que professionnel en exercice qui avons été mandatés à réaliser une mission d'audit ou d'examen des états financiers, on pourrait accepter cette mission-là en évoquant clairement que ce n'est pas une mission de certification. On ne produit aucune conclusion ou opinion à l'issue de notre travail et on n'offre alors aucune assurance. Des exemples d'application, est-ce qu'on peut faire rapport sur le nombre de réunions tenues par le conseil d'administration au cours de l'exercice? En tant qu'auditrice, auditeur des états financiers ou professionnel en exercice, on va s'intéresser à la tenue des réunions du conseil d'administration, notamment pour observer les procès-verbaux, pour les inspecter, à savoir si des éléments importants sont à y noter. De ce fait, on aurait fait un constat du nombre de réunions tenues, soit par le conseil d'administration, soit par le comité d'audit, soit par le comité de direction, peu importe comment on l'appellerait. À l'issue de notre mission, on pourrait alors avoir un formulaire préconçu par une autorité compétente qui nous demande combien de réunions des organes de gouvernance vous avez relevé dans le cadre de vos travaux de mission d'audit ou d'examen des états financiers. Et il y aurait un encadré où est-ce qu'il faut écrire un chiffre et signer le document, l'envoyer par la poste à la partie intéressée. On écrit 4, 6, 8, on signe, on date, on envoie le document. Point à la ligne, on a fini notre rapport en vertu du 44-60. Mais il faut comprendre que même si ça peut paraître bien simple, ce sont des éléments qui sont intimement liés à notre mission d'audit ou d'examen. On ne fait pas de travaux additionnels pour réaliser un tel rapport. On a quand même des exigences à respecter. On doit se conformer à nos règles de déontologie. On doit avoir une lettre mission par écrit en nous assurant que rien ne laisse sous-entendre la fourniture d'une assurance. On doit planifier et réaliser la mission. S'assurer qu'on comprend le contexte dans lequel on est en train de répondre à une exigence d'un tiers ou à une demande en vertu d'une loi. Et finalement, on fait le rapport. Je prescrivais, dans mon exemple, un rapport préconçu. C'est possible qu'il n'y en ait pas et qu'on demande alors au cabinet d'audit de fournir un rapport où est-ce qu'il indique le nombre de réunions tenues par le conseil d'administration. Ce serait un paragraphe, notre signature, notre en-tête, notre date de rapport et on documente le tout. C'est une mission qui répond peut-être à certains critères, mais on n'évalue pas de risque, on n'obtient pas d'éléments probants, on ne fournit aucune conclusion. On n'a pas un rapport formel qui contient une assurance limitée ou raisonnable à la fin de cette mission. Donc, ça met fin à nos normes canadiennes des services connexes. On se retrouve bientôt.